Bonjour, nous sommes les classes de Master 1 et Master 2 Commerce International Échange avec l'Asie. Nous vous présentons aujourd'hui, en partenariat avec le CRIC, la fête de la science basée sur l'homme et la nature. Minasan, konnichiwa! Bonjour à tous, nous allons parler du lien entre l'homme et la nature au Japon, notamment à travers les valeurs du shintoïsme, ainsi que la relation actuelle qu'entretiennent les Japonais avec la nature. Il y aura quelques questions à la fin de notre présentation, alors soyez bien tous attentifs. Le shintoïsme est une religion animiste, c'est-à-dire une croyance qui attribue une âme aux animaux et aux objets. La particularité de cette religion est le profond respect de la nature. L'homme ne la domine pas. Les divinités shinto sont appelées les kami. Ce sont des esprits sacrés qui prennent la forme de choses et de concepts comme le vent, le soleil, une pierre ou des notions abstraites comme la fertilité. Par exemple, le mont Fuji, ou Fujisan en japonais, qui est la montagne la plus célèbre du Japon et est considérée comme sacrée. Pour les shintoïstes, cette montagne abrite la déesse Sengen-sama, qui représente la nature. On trouve d'ailleurs au sommet du mont Fuji un temple dédié à Sengen-sama. Elle les protégerait des éruptions volcaniques. Mais en fait, est-ce que vous savez ce que ça veut dire shintoïsme? Le premier kanji se lit kami et signifie Dieu. Le deuxième se lit do ou to et signifie voie ou route. La mythologie shinto dit qu'il existe 8 millions de kami, mais c'est une façon de dire que le nombre de kami est infini. Les sanctuaires shinto sont des lieux de culte du shintoïsme, où l'on vénère un kami. À l'entrée d'un sanctuaire se trouvent généralement des komainu. Ce sont des statues de lions-chiens qui repoussent les mauvais esprits. Il y a également des portails bien souvent rouges, appelés tori, séparant l'enceinte sacrée de l'espace non religieux. Ces sanctuaires sont presque toujours entourés d'une forêt, même au milieu d'une ville, et mettront en avant des arbres ou des rochers remarquables. Cependant, cela n'empêche pas certains sanctuaires urbains d'y couper des arbres pour y construire des parkings. Des références au shintoïsme sont également présentes dans les œuvres du studio Ghibli et de Hayao Miyazaki. Par exemple, Princesse Mononoke, sortie en 1997, où une forêt devient un terrain de bataille entre les hommes qui déboisent et les animaux qui luttent pour la survie de leur espace. Moro, la déesse louve, et Okoto, le dieu sanglier, sont des représentations des forces de la nature mises en danger par l'expansion des hommes. Le dieu cerf symbolise à lui seul la nature entière. C'est une divinité qui se transforme en Daidarabochi, ce qui signifie faiseur de montagne. Ces bois rappellent le lien étroit qu'il a avec la nature et la forêt, mais son visage humain montre également un lien étroit avec les humains. Sa deuxième forme le montre également sur deux jambes avec un visage animal. Avec ces deux apparences, il est respecté, aimé et craint par les humains, les esprits et les animaux. La déesse Moro le dit, il apporte la vie, mais il peut également la reprendre. Il représente le cycle constant de la nature. Par exemple, quand il fait un pas, des plantes se mettent à pousser sous ses pieds et se fanent en un moment, bref et soudain, comme la vie et la mort. Le héros Ashitaka est un membre des Emishi, une tribu qui respecte la nature. Il fait le lien entre la nature et le monde des humains. Il reste neutre dans le conflit. Un an après, en 1998, Mon voisin Totoro met en scène deux jeunes filles qui vont rencontrer Totoro, un esprit protecteur de la forêt. Ce film dépeint un environnement presque utopique où l'homme et la nature cohabitent avec respect, ce qui rappelle certaines valeurs du shintoïsme. Après avoir vu les principes et les représentations dans les films d'animation, vous pouvez vous demander ce qui se passe de nos jours. La mise en danger de la nature est une réalité aujourd'hui. Il semblerait que ce respect soit devenu mineur, notamment parce qu'il est considéré comme acquis. Ainsi, de nombreux Japonais diraient qu'ils respectent la nature, mais cela n'empêche pas la maltraitance animale, la promotion du nucléaire pendant des années, le tri des déchets insuffisant. Le Japon est le deuxième pays avec la plus grosse consommation de plastique dans le monde. Et cela a de fortes conséquences sur l'environnement, avec par exemple la pollution des océans. D'autre part, nous pouvons citer la catastrophe de la baie de Minamata. Une usine japonaise a versé pendant des années de 1932 à 1966 du mercure dans cette baie où les pêcheurs locaux pêchent les animaux marins. Quasiment tous les chats de la baie qui ont été les premières victimes sont décédés. De plus, de nombreuses personnes ont été contaminées et il y a eu des centaines de morts. Ces événements montrent que le shintoïsme au Japon est de nos jours vécu comme une fierté nationale plutôt que comme une religion réellement écologique. Malgré tout, les Japonais entretiennent toujours un lien particulier avec la nature. Par exemple, à Zaokitsunemura, c'est-à-dire le village aux renards de Zao, ouvert en 1990, est un parc qui abrite des renards sauvages habitués à la présence humaine.
le renard étant le messager de la divinité Inari. Un autre exemple seraient les daims du parc de Nara. Ils sont considérés comme des animaux sacrés car au moment de la création de Nara, le dieu Takemikazuchi, le dieu du tonnerre, serait entré dans la ville sur le dos d'un daim blanc. C'est pourquoi les daims se promènent tout à fait librement dans le parc et ses environs. Merci de nous avoir écoutés. Maintenant, on va passer aux questions. Vous pouvez mettre pause pour répondre. Les réponses seront juste après. Sayonara! Tatiara! Dans cette partie qui concerne la Chine, nous allons d'abord parler d'un cas où l'homme a voulu se faire Dieu et décider de la vie ou non d'espèces à ses dépens. Pendant le grand bond en avant de 1958 à 1962, le président Mao a lancé la campagne des 4 nuisibles. Il a alors ordonné « Tuez les 4 nuisibles !» qui étaient pour lui les rats, les moustiques, les mouches et les moineaux. Et dans ce cas, nous nous intéresserons aux moineaux. Il pensait qu'en se débarrassant d'eux, car ils grignotaient en partie les récoltes des paysans, ces derniers pourraient produire plus de nourriture. Mais une fois que les oiseaux ont tous disparu de Chine, les insectes, dont les criquets que les moineaux mangeaient en grande quantité, se sont développés et ont détruit les récoltes, contribuant ainsi grandement à la famine de 1960. Plusieurs millions de Chinois sont donc morts de faim. Mao se rendit compte de l'erreur, mais bien trop tard, et stoppa cette campagne pour la remplacer par celle contre les punaises de lit. Maintenant, nous allons nous intéresser à un animal qui est loin d'être considéré comme nuisible et qui a même l'honneur de représenter la Chine, le panda. Les contes à propos du panda géant ont leurs racines dans la culture tibétaine et chinoise. Les premiers exemples de diplomatie du panda remontent à 685 après Jésus-Christ, lorsque la reine Wu Zetian a donné une paire de pandas géants au Japon. En tant que tels, ils sont offerts comme des cadeaux de valeur à la royauté ou aux hommes politiques. Aujourd'hui, le statut des pandas géants est politisé. Le gouvernement chinois estime qu'il constitue l'arme la plus puissante pour la construction du soft power chinois. En Chine, les pandas géants sont divisés en 2 sous-espèces, en fonction de la région où ils se trouvent, le panda Qingling et le panda du Sichuan. La Chine a fait des pandas géants une espèce protégée en 1962. Le braconnage a été criminalisé en 1987, fixant de nouvelles peines strictes d'au moins 10 ans de prison, voire la mort. L'architecture chinoise s'est donc inspirée de la nature, notamment la ville la plus verte de Chine, Chengdu. La Chine, soucieuse de redonner un peu de verdure à son paysage bétonné dans les grandes villes, innove. La ville de Chengdu a eu comme projet de créer des immeubles végétalisés. Selon le promoteur immobilier, l'ensemble des 826 appartements ont été vendus très rapidement, mais une vidéo de septembre 2020 montre tout autre chose. Seulement une dizaine d'appartements seraient occupés. Mais pourquoi ? C'est tout simple. Un élément perturbateur est venu tout gâcher. Le moustique. Le quartier est vite devenu infesté de moustiques attirés par les plantes. En effet, le moustique, contrairement aux idées reçues, est attiré par le CO2 et les plantes en produisent. Même si les appartements ont certainement été occupés, les familles ont commencé à quitter leurs appartements, si bien qu'aujourd'hui, il ne reste plus qu'une dizaine de familles sur place. La végétation, laissée à l'abandon, s'est encore plus étendue. Cercle vicieux, cela a encore plus attiré les insectes. De quoi faire réfléchir les urbanistes et les architectes sur leurs futurs projets. Pour voir si vous avez bien suivi, voici un petit questionnaire. N'hésitez pas à faire pause pour y répondre. Xie. Zaijian. Здравствуйте. Nous allons à présent vous parler du rapport entre l'homme et la nature en Russie et en Asie centrale. Pour cela, nous nous intéresserons au cas de la mer d'Aral, partagée entre le Kazakhstan au nord et l'Ouzbékistan au sud, puis au lac Baïkal en Russie. La mer d'Aral est en fait un lac salé, alimenté principalement par les 2 plus grands fleuves d'Asie centrale, le Syrdarya et l'Amou Darya. Jusque dans les années 60, cette mer mesurait plus de 60 000 km², soit 2 fois la Belgique. Mais depuis, sa superficie et son volume d'eau n'ont cessé de baisser. En effet, sous l'URSS, les soviétiques avaient pour but de développer rapidement et massivement leur industrie, leur agriculture et leur économie afin de rattraper et dépasser les États-Unis. Pour y parvenir, ils ne s'imposaient aucune restriction et usaient de l'espace et des ressources naturelles à leur disposition jusqu'à épuisement. Dans le cas de la mer d'Aral, ils détournèrent les 2 grands fleuves qui l'alimentaient pour irriguer les champs des régions alentours et se lancer dans la production massive de blé, mais surtout de coton, avec par exemple 7 millions d'hectares dédiés à cet or blanc.
10 ans plus tard, en 1970, on pouvait déjà voir que la taille du lac avait diminué d'un dixième. Cette diminution n'a jamais cessé jusqu'à aujourd'hui et la mer est maintenant asséchée à plus de 90%. La vie des populations de la région a donc été bouleversée, notamment à cause de la disparition des poissons, principale ressource de revenus et de nourriture. En disparaissant, la mer a également laissé un sol de serre aride et fortement pollué par les pesticides, rendant impossible toute agriculture. La situation semblait perdue, notamment pour la partie Ouzbékistan, qui est encore un des plus grands producteurs de coton et qui utilise donc énormément d'eau. Cependant, en 2005, la création du barrage de Kokharal, financé par la Banque mondiale, a permis à la mer de remonter de 6 mètres dans la partie appartenant au Kazakhstan. Cette partie nord aurait donc retrouvé 18% de sa superficie d'origine, et certaines espèces de poissons seraient revenues, et les pêcheurs aussi. Est-ce qu'il y a un lac qui est aussi menacé en Russie ? Malheureusement, oui, Marie, c'est le lac Baïkal. Le lac Baïkal est le 6e plus grand lac du monde. Il se situe dans la partie montagneuse de la Sibérie. Son nom signifie lac sacré. Il est enregistré au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cela lui procure une protection, mais il bénéficie aussi d'une protection naturelle des montagnes. Mais malgré ces protections, le lac est aujourd'hui menacé par la pollution. La première source de pollution est causée par les déchets abandonnés par les touristes et les habitants après leur barbecue ou leur semaine de camping. Puis, il existe le terme problème de Baïkal, et ça c'est autre chose. Le problème de Baïkal, ce sont les rejets de l'usine de cellulose qui sont jetés directement dans le lac. Cette usine a été créée pendant la guerre froide pour fabriquer des matériaux pour les avions militaires. Avec la fin de la guerre froide, elle aurait dû perdre de son importance, mais ce n'est pas le cas. Les écologistes font pression pour la fermeture de cette usine car c'est la principale cause de pollution du lac. La liste de produits nuisibles rejetés dans le lac est importante. Par ailleurs, cette usine rejette aussi d'importantes substances nuisibles dans l'air. Certaines usines qui se situent autour du lac ont été reconverties vers des productions moins polluantes. Les constructions sur les rives sont très réglementées et en plus, les bénévoles se battent activement pour la préservation du lac et son environnement. Afin d'améliorer l'écologie du lac Baïkal, un navire spécial est en service qui collecte les déchets dans tout le réservoir. Cependant, pour le moment, les financements sont insuffisants pour faire fonctionner ce navire de nettoyage. Voici à présent quelques questions pour voir si vous avez bien suivi, donc n'hésitez pas à faire pause pour répondre. Spasiba, do svidania. Annyeonghaseyo, bonjour à tous. Nous allons vous présenter le rapport entre l'homme et la nature dans la civilisation coréenne. Séoul, qui est la capitale du pays, c'est une ville qui ne dort jamais ou qui va très vite et dans laquelle les gratte-ciels sont maîtres. Il existe un endroit où s'évader. On laisse le bruit des voitures derrière soi, on lâche la pression du travail, on prend du temps pour soi dans ce que l'on pourrait qualifier la campagne séoulite. Le Hanel Park est une véritable parenthèse naturelle et revigorante. Mais avant de vous parler plus en détail du Hanel Park, il est bien de vous présenter son environnement. Le World Cup Park a été construit afin de commémorer la 17e Coupe du Monde de la FIFA qui a eu lieu en 2002 à Séoul. Avant, l'endroit était une décharge colossale et ce depuis 15 ans. Il a été décidé d'opérer une transformation afin d'en faire un lieu écologique où la nature reprendrait ses droits. Le Hanel Park est un poumon vert à Séoul. Hanel veut dire ciel en coréen, c'est pourquoi on l'appelle aussi Sky Park. En 2015, le pays a adopté une loi sur le bien-être en forêt. 34 forêts sont labellisées pour traiter les dépressions, les syndromes post-traumatiques ou les malades du cancer. Ensuite, nous allons vous parler des danses folkloriques coréennes. Ces danses folkloriques ont pour origine le culte ancien des divinités chamaniques comme le dieu du ciel, le dieu de la terre et le dieu du soleil et de la lune, mais aussi les cérémonies d'offrande dans les villages, les fêtes nationales et les rites de passage. C'est une partie intégrante de la vie des classes populaires et intimement liée aux travaux agricoles. Elles furent affinées et enrichies pour fédérer toutes les activités du quotidien. Leur esprit collectif s'incarne également
dans la grande liberté des mouvements ainsi que dans l'énergie rythmique et musicale découlant d'une pensée orientale très ancienne, la quête d'une harmonie fondée sur l'union intrinsèque du ciel, la terre et de l'humanité. La musique et la danse avaient aussi pour fonction d'accompagner le travail et de le stimuler. Elles créaient un lien communautaire fondé sur le principe de coopération et de solidarité et encourageaient les liens amicaux entre les villageois. Chacun affirmait son appartenance au groupe tout en dansant individuellement. La danse du travail et la danse chorale renforçaient ainsi le sens, l'unité et la cohésion de la communauté, et aussi sa capacité à faire face à l'adversité. Maintenant, nous allons vous laisser avec un petit quiz et nous vous invitons à faire pause sur la vidéo pour pouvoir lire la question et dans la diapo qui suit, vous trouverez les réponses. Annyeonghaseyo. Comme les forêts tropicales de l'Amazonie, celle d'Asie du Sud-Est est menacée par la déforestation. Le principal vecteur de cette déforestation en Indonésie et en Malaisie est la transformation de zones forestières en plantations de palmiers à huile. La forêt tropicale indonésienne a longtemps été épargnée par la déforestation. Dans les années 70, elle est peu forte et le bois est utilisé pour approvisionner l'industrie locale. C'est dans les années 80 que commence l'exportation vers d'autres pays. Ils exportent principalement du bois non transformé par les industries. Plus tard, l'exportation de bois non transformé sera interdite. On aurait pu penser que cette interdiction ralentirait la déforestation, mais ça a eu l'effet inverse. L'Indonésie va devenir le numéro 1 mondial en production de bois transformé. Les forestiers d'Indonésie vendent le bois à des industries locales à un bas prix et la main-d'œuvre locale n'est pas chère. De plus, le gouvernement de Suharto ne taxe que peu l'industrie du bois pour l'encourager à se développer. Suharto était très ami avec Bob Hassan, qui possédait la majeure partie des industries. La demande en contreplaqué ne cesse d'augmenter, contrairement à l'offre. La surexploitation des forêts va faire qu'il va falloir aller encore plus loin et dans des endroits très peu accessibles pour exploiter le bois. La solution aurait été d'exploiter moins les forêts et d'adopter des rotations de l'ordre de 70 à 80 ans, mais la durée légale fixée est de 35 ans et elle n'est quasi jamais respectée. Mais qui respecte Mère Nature de nos jours? Le gouvernement indonésien va autoriser la surexploitation locale pour répondre aux demandes, mais cela ne suffira pas. Le gouvernement va alors autoriser les forêts de conversion. Au lieu de laisser reposer les forêts déjà exploitées pour le bois, elles vont être transformées en plantations à huile de palme. Mais certaines de ces forêts sont classées. Pour les déglacer, les démarches sont très longues, alors les industries vont brûler les forêts déjà exploitées, ce qui va leur permettre de les transformer en plantations à huile sans perdre de temps et d'argent. Ces dernières années, 620 000 hectares de forêts tropicales par an sont convertis en plantations à huile de palme, soit l'équivalent d'un terrain de football qui disparaît toutes les 15 secondes, poussant des espèces comme le tigre de Sumatra ou l'orang-outan vers l'extinction. En effet, leurs habitats sont rasés pour être remplacés par des plantations de palmiers à huile, causant la disparition de 25 orang-outans chaque jour. En plus des animaux, la forêt tropicale indonésienne est la maison de peuples indigènes qui voient leur habitat partir en fumée. La déforestation cause également des incendies, dont les fumées toxiques seraient responsables de milliers de morts chaque année, tels que le feu volontaire de 2015, originaire des îles de Sumatra et Bornéo, qui ont produit des niveaux dangereux de pollution par la fumée dans une grande partie de l'Asie équatoriale. L'Indonésie produit à elle seule la moitié de l'huile de palme de la planète, soit 30,5 millions de tonnes. Aujourd'hui, l'huile de palme se retrouve dans la composition de nombreux produits alimentaires, les cosmétiques, les produits d'entretien, mais aussi les agrocarburants pour faire rouler nos véhicules. Énormément de marques l'utilisent et participent à ce massacre écologique. Nous pouvons citer les plus connus, Nutella, mais aussi Nestlé et leur Kit Kat, Colgate et son dentifrice, Unilever et les cosmétiques Dove, Mars et ses M&M's, et encore bien d'autres. Pour voir si vous avez bien suivi, voici un petit questionnaire. N'hésitez pas à faire pause pour y répondre. Et voici nos réponses.